Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici Joseph Velasquez, créateur du blog apprendrelevoyageastral.fr. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo car comme je vous l'avais promis, je retrouve mon cher ami Gabriel Lescoy pour un entretien sur la nourriture lumière ou le pranisme. Donc pour vous faire découvrir ce nouvel état de conscience. Et donc on va engager une discussion autour de ça. Et donc j'espère que ça va vous plaire. Donc bonjour Gabriel. Bonjour Joseph. Comment vas-tu? Ça va bien, super, et toi? Donc ça va, merci. Donc Gabriel Lescoy qui est auteur du livre De la nourriture pranique à la plénitude du vide. Donc je vais laisser te présenter tout d'abord et après on échangera sur le thème de la nourriture lumière. Gabriel de Meurthe-et-Moselle. Je suis né à Longwy, j'ai étudié jusqu'au bac à Longwy, puis après je suis arrivé à Nancy il y a quelques années, où après j'ai fait une formation d'infirmier. Donc je suis resté dans le secteur géographique de la Meurthe-et-Moselle. J'ai après-demain 49 ans. Et puis voilà, dans mon parcours professionnel, je me suis intéressé à plein de choses au niveau de la santé, du stress, de l'énergétique, des soins énergétiques. Et puis le hasard ne faisant jamais des choses par hasard, donc j'ai découvert le documentaire vidéo Lumière sur la possibilité de vivre de lumière et donc de la capacité à ne plus manger physiquement parlant. Et ça a fait son chemin, donc depuis fin 2011 et plus concrètement juillet 2012, j'ai été initié à la nourriture pranique et je m'en inspire, je la respire et je m'en imprègne de façon, ça a été progressif et de façon continuelle depuis presque 4 ans maintenant, ça, 3 ans et demi, 4 ans. Mais alors du coup, qu'est-ce que la nourriture pranique? Parce qu'il y a peut-être des internautes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors c'est vrai, il faut toujours se rappeler qu'il y a peut-être des gens qui peuvent confondre la nourriture pranique avec le jeûne, avec pas plus tard que dimanche dernier, j'étais à Metz. J'ai retrouvé une connaissance qui me dit tiens, alors il paraît que tu fais de la visualisation pranique. Bon, je dis oui, par exemple, ça peut se faire. Et pour elle, visualisation pranique, c'était pas forcément nourriture pranique. C'était pas forcément arrêter de manger. Et là, quand je lui ai précisé la différence, elle dit ah bon, mais je vois pas comment ça peut marcher. Donc il y a vraiment il y a plein d'inconnus autour de cette réalité qui est novatrice parce qu'on l'a découverte récemment, bien que depuis des siècles dans les sociétés traditionnelles et surtout en Orient, les yogis et les mystiques chrétiens en Occident, comme Marthe Robin, le Padre Pio, Thérèse Neumann pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été des gens qui ne mangeaient pas pendant des années. Thérèse Neumann c'était 38 ans, Padre Pio 17 ans, Marthe Robin 27 ans et d'autres encore. La yogi 40 ans en Inde sans manger, en posture de méditation, en samadhi. Donc la nourriture pranique concrètement c'est le fait de pouvoir se passer de nourriture solide de façon indéfinie, sans dépérir, tout en conservant sa santé et en plus en améliorant sa santé physique, son équilibre psychologique et sa joie de vivre. Ce qui se différencie vraiment du jeûne qui lui est de courte durée. Ça peut durer que quelques jours, quelques semaines, au mieux le jeûne. Et pour aller à l'essentiel, la différence entre le jeûne et la nourriture pranique, ce sont les 3 paramètres qui sont la stabilisation du poids dans la nourriture pranique, puisqu'on est nourri par l'énergie de la vie. Dans le jeûne, la personne maigrit de plus en plus, donc elle n'a pas de stabilité de poids. Dans la nourriture pranique, comme elle est nourrie par l'énergie de la vie, elle va être de plus en plus en forme, alors que dans le jeûne, elle est de plus en plus fatiguée. Et si elle est de plus en plus fatiguée, dans le jeûne, la personne va dormir de plus en plus, alors que dans le jeûne, dans la nourriture pranique, la personne va réduire son temps de sommeil au moins de 2 fois. C'est-à-dire, moi qui dormais entre 6 et 8 heures avant, maintenant je dors entre 3 et 5 heures. D'accord. Voilà, concrètement. Donc du coup, quels ont été tes premiers pas vers le chemin de la nourriture lumière, dans le pranisme?
Alors les premiers pas, ça a été que je pratiquais depuis une dizaine d'années les soins énergétiques, que je formais depuis 3-4 ans professionnellement aux soins énergétiques, et puis une certaine connaissance, son papa m'a fait connaître le DVD Lumière. Et puis c'est vrai que comme je suis infirmier, j'ai réagi plutôt négativement, de façon cartésienne à ce DVD en disant mais non c'est des conneries, on peut pas, c'est n'importe quoi, comme la plupart des gens. Et ça c'est ça qui est bien parce qu'aujourd'hui quand on me fait ce retour c'est pas possible, et ben je comprends la réaction parce que ça a été la mienne au départ. Et donc j'ai vraiment été dans le rejet de ça au départ. Et puis je suis passé de crétin fini à crétin moyen. C'est-à-dire que je me suis dit, Gabriel, ne reste pas sur du croire ou ne pas croire, parce que ça n'avance pas grand-chose, mais plutôt vérifie, fais ton expérience. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai fait des recherches internet, j'ai regardé tout ce qui pouvait exister à peu près sur le pranic au niveau vidéo. Encore hier soir, je regardais la vidéo qu'on trouve sur YouTube de Oberom, le Brésilien, qui a 20, 23, 25 ans peut-être, qui est pranic. Alors que je ne comprends pas le portugais, mais c'est pas grave, je regardais les images et l'énergie des mots et tout ça. Donc je mangeais les mots. Me suis intéressé au DVD, j'ai commencé à... Alors, au mois de mai 2012, je suis allé à un stage de recyclage en soins énergétiques, après m'être formé il y a des années, donc j'ai refait un stage de 7 jours, et dans un lieu où la nourriture est particulièrement mauvaise. Mais vraiment, ça ne donnait pas envie de manger. Donc j'ai dit, je ne vais pas dîner avec les collègues, je reste dans ma chambre. Donc j'ai commencé à passer à 2 repas comme ça. Et je me suis dit que c'était pas si difficile que ça. Par contre, je me suis dit, mais passer à 1 repas, je sais pas comment ça peut être possible, ça relève du miracle, quoi. Donc au mois de mai, je suis passé, mai 2012, je suis passé de 3 à 2 repas relativement facilement. Et en même temps, il m'est arrivé quelque chose que j'ai absolument pas cherché, que je ne connaissais pas du tout. C'est que moi qui aimais beaucoup manger ce qu'on appelle des fougasses avec de la viande à l'intérieur, je me réjouissais d'en acheter une. Donc je vais à la boulangerie là où j'habite. Et comme il y avait du monde, j'attendais devant la vitre, que ce soit mon tour. Je regarde la fougasse, je dis tiens c'est bien, il y en a, je vais pouvoir en acheter. Et à ce moment-là, sans rien attendre ni chercher, je ne peux pas expliquer comment ça s'est produit et pourquoi, mais en attendant, j'ai eu la vision, donc pas avec l'œil physique, mais avec l'œil psychologique, ou le 3e œil, ou la clairvoyance, ou l'intuition, je ne sais pas comment dire ça. J'ai vu une tête de mort sur la fougasse. C'est-à-dire que j'ai vu l'énergie de la mort, du cadavre, de l'animal mort. Et là, ça m'a fait un choc. J'ai dit, c'est quoi de ça ? Là, ça a été radical. J'ai arrêté de manger de la viande. Ça ne m'a coûté aucun effort. C'était terminé. Pouf, fini, plus de viande. J'adorais la charcuterie italienne. Ma mère était italienne. J'adorais le jambon cru. Mais du jour au lendemain, ça ne m'a jamais manqué et je n'en ai jamais remangé. Je trouve ça fantastique. Voilà. Et puis, entre mai et juillet, j'ai eu un rêve. Alors ça a été un rêve qui m'a secoué. Là aussi, on va parler d'un rêve initiatique ou d'un rêve chamanique ou une initiation astrale, je ne sais pas comment il faut dire ça. Où à l'époque, je vivais avec une Alsacienne. Et donc en Alsace, on mange la choucroute. Et à ce moment-là, dans ce rêve, j'ai été pourchassé par quelqu'un qui voulait me tuer. La situation s'est inversée puisque j'ai fait face à mon assaillant en disant tu vas arrêter de me faire peur et maintenant viens, on va voir qui est le plus fort. Et la situation s'est complètement renversée dans ce rêve où je me suis retrouvé avec l'assaillant, lui au sol, en position chien de fusil avec un gros ventre. Et sur ma gauche, une présence, je ne vais pas dire un guide, j'en sais rien, je ne sais pas qui, mais une présence me dit de façon autoritaire, tue-le, et en me présentant un sabre. Et moi je suis complètement dans le rêve, je ne sais pas que je rêve. Je me dis je ne suis pas un assassin, je ne vais pas le tuer. Et l'autre à côté il me dit tue-le. Bon je vais le tuer. Donc je prends le sabre et en fait je coupe le ventre en 2. Le ventre s'ouvre et la choucroute sort.
une choucroute sort avec le plat. Le plat, mais vraiment comme si on l'avait sorti sur la table, prêt à manger, tout propre, tout neuf, tout machin. Donc là, je veux dire, j'ai symboliquement tué la nourriture. Et donc là, ça a été vraiment le démarrage. Donc après, j'ai commencé à passer des journées, une journée par semaine, une journée de temps en temps sans manger. J'ai continué de me documenter, j'ai regardé des vidéos, je suis passé progressivement à un repas par jour. Naturellement, ça m'a pas trop coûté, j'ai enlevé pas du tout coûté la viande, les produits laitiers, les féculents, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les fruits et légumes. Et puis concrètement, j'ai commencé à faire des périodes de pause alimentaire, on va pas dire de jeûne, mais de pause alimentaire. J'en ai fait une de 11 jours en juillet 2012 pour imprégnation du prana. J'en ai fait une de 10 jours en octobre 2012, une de 10 jours en décembre 2012 et une de 13 jours en août 2013. Et à partir de là, eh bien voilà, le poids est stabilisé. J'ai perdu 13 kilos, mais je me sens très bien. J'étais pas obèse, j'étais mince, là je suis un peu plus mince, mais je me sens très bien. Le poids est stabilisé, je dors beaucoup moins qu'avant, je suis toujours en super forme, je fais plein de choses, je suis très rarement fatigué, autant du physique que du psychologique, et vraiment c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc vraiment le pranisme apporte des avantages sur le plan de vue physique? Ah bah ça serait mieux, parce que sinon ça serait quel serait l'intérêt entre guillemets de se priver de manger, parce que moi j'aimais bien manger quand même. J'aimais bien manger, mais maintenant ça ne me dit absolument plus rien. Donc il y a beaucoup. On a comparé le jeûne avec le prana, maintenant il faudrait comparer la nourriture pranique avec la nourriture classique, c'est-à-dire solide, c'est-à-dire industrielle qu'on achète dans les magasins. Et il y a deux choses, c'est qu'il y a un niveau de conscience qui fait dire que au jour J, en mangeant ce que je mange, je trouve ça super bon, et comme je ne connais pas autre chose de meilleur, je me dis que ça c'est le meilleur. Et il y a aussi le côté inconvénient. Les inconvénients liés à la nourriture solide, ils sont rattachés aux toxines. Les déchets alimentaires produits par la consommation de la nourriture solide au niveau des émulsifiants, des colorants, des stabilisants, des exhausteurs de goût, des conservateurs, de tout ce qu'on veut, fait que l'organisme n'a pas le temps, puisqu'il les ingère, n'a pas le temps de les éliminer. Donc il va les stocker et ça va produire la plupart des problèmes de santé liés à une hypertoxémie, un taux de toxines trop élevé dans le sang. Problèmes de santé liés à des douleurs, des raideurs, des contractures, de la lourdeur digestive, la vue qui baisse, l'arthrose, même la sclérose en plaques, même la polyarthrite, même la fibromyalgie. Il y a beaucoup de troubles de santé, de maladies qui sont dus à trop de toxines alimentaires. Une balance trop en faveur des toxines et pas assez en faveur de la santé. Donc au niveau physique, il y a énormément d'avantages dans la nourriture pranique, puisqu'il n'y a plus de toxines, puisque ce n'est que de l'énergie. Donc le corps va se libérer. Non seulement il va ralentir son vieillissement, mais en plus il va rajeunir. Et c'est prouvé, puisque dans la nourriture pranique, nous boostons les hormones du plaisir, les hormones du bien-être, mélatonine, sérotonine, ocytocine, hormones de l'amour, tout ça c'est de la biochimie humaine, et ça va aussi stimuler la production au quotidien de la DHEA, c'est-à-dire de l'hormone anti-vieillissement, de la fontaine de jouvence, de l'hormone anti-vieillissement qui est produite par les surrénales qui chapeautent les reins. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on compare le prana avec la nourriture des dieux, dans le sens où ce serait la nourriture de l'immortalité. Pour rejoindre les grands mythes de notre humanité, le prana, qui est un terme sanskrit, donc indien, a son équivalent chinois, qui est le chi. Par exemple, en Océanie, on va l'appeler le mana ou le manas avec un S. Chez les Amérindiens, Wakanda. Et puis,
Dans la tradition indienne, on va parler aussi de Amrita. Amrita, c'est la nourriture des dieux. Pour la Grèce antique, ça s'appelait l'ambroisie, le nectar des dieux. Et donc, ce prana serait vraiment gage, en tout cas moi je le vérifie, serait vraiment gage, et c'est pour ça que je dis serait et non pas c'est, parce que à chacun de faire ses expériences. Moi je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, ou persuader, ou dire il faut ou il faut pas. Mais moi je fais l'expérience tous les jours que le prana c'est la meilleure des nourritures à cette heure-ci que je connaisse. C'est la meilleure des nourritures. Il faut aussi parler du fait, et ça il faut que ce soit bien clair, qu'on peut ne pas manger, mais on ne peut pas ne pas se nourrir. On ne peut pas ne pas se nourrir. Et tant qu'à faire, puisque paraît-il, nous nous aimons, c'est ça aussi l'envers du décor de la nourriture pranique, c'est que comme nous nous aimons, nous sommes censés nous accorder la meilleure des nourritures. Quand on a froid, on prend un pull ou un manteau parce qu'on a froid. Quand on tousse et quand on est malade, on va chez le médecin parce qu'on veut aller mieux. Donc, pourquoi ne pas raisonner aussi pareil dans tout ce qui est nourriture, Hier, il était 10h30 du soir, et je me disais spontanément, je regardais, j'étais sur l'ordinateur, je travaillais, je voyais l'horloge, 10h30, et je me disais, c'est quand même incroyable, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à 10h30 du soir, j'allais au lit. Parce que j'étais fatigué, parce que je mangeais 3 fois par jour, et que je piquais du nez. 10h30, c'était mon heure, maximum 11h, il faut que j'aille au lit. Si je ne m'écoute pas, à 2h du matin, je suis encore debout, maintenant, et je ne suis pas fatigué. C'est ça la différence, c'est fantastique. Donc en termes de bénéfices, pour moi, il n'y a pas d'inconvénient sur la santé physique, il n'y a que des bénéfices. Après, il y a aussi des bénéfices psychologiques que la nourriture solide n'amène pas tant que ça. C'est une stabilisation des émotions, une plus grande clarté intellectuelle, une façon de travailler plus efficace. On a un meilleur rendement dans les opérations intellectuelles, on comprend plus vite, on lit plus vite, on est, pour moi, jamais fatigué. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Et puis spontanément, sans rien faire, il y a une joie intérieure qui est là. Parce qu'il y a une reconnexion à tout ça, et aussi une reconnexion au tout. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que la notion de séparativité, elle était complètement illusoire, parce qu'en réalité, nous sommes tous reliés, nous sommes tous un. Alors après, ça fait beau de dire ça, mais c'est mieux de le vivre et de le ressentir, et qui fait que naturellement, comme les enfants, un jeune enfant rit quasi 300 fois par jour. Un jeune enfant, 300 fois par jour. Un adulte, il rit 15, 20, allez, pour être gentil, 30 fois par jour. C'est encore beaucoup. Et on voit bien la différence, c'est que l'adulte, il lui faut un motif pour rire, pour être heureux. Parce qu'il a ça ou parce qu'il a fait ça, il est heureux. Ou parce qu'il est ça, il est heureux. Et en fait, dans la nourriture pranique, il y a vraiment un délestage de tout cet encombrement. De l'avoir, en fait. Lié à l'avoir, lié à la consommation, lié au surplus, qui fait que quand je suis dans le surplus, la machine, elle est lourde. Elle est lourde. Et comme elle est lourde, eh bien, la lumière ne peut pas passer, puisqu'on est dans la densité, on est dans la matérialité psychologique et la densité physique. Parce qu'on est encrassé. La densité physique, c'est l'encrassement des toxines. La matérialité psychologique, c'est la lourdeur du mental, du fait des croyances, des préjugés, des émotions qu'on va caler avec la nourriture, des peurs, des colères, des tristesses, de tous ces systèmes de béquilles, de compensation, qui fait qu'on ne laisse pas passer la lumière. Et laisser passer la lumière, c'est être non plus dans la croyance que peut-être on peut vivre de la lumière, parce qu'on vit déjà dans la lumière. On est déjà dans la lumière et on est nous-mêmes lumière. Mais qu'en plus, on le vit véritablement. Et que là, puisqu'on croit que ça peut marcher, eh bien la lumière peut pénétrer. Qui plus est avec une détoxination au préalable. D'accord. Donc il n'y a que des bénéfices. Puis après, il y a des bénéfices aussi au niveau du spirituel. Voilà, j'allais en venir à la question. Donc quels sont justement ces bénéfices, outre que bénéfices physiques? Alors, j'ai eu un coup de téléphone hier de Sandrine, bonjour Sandrine, qui me dit « J'ai acheté le livre Ho'oponopono, je trouve que c'est bien, mais le côté spirituel, là, ça me dérange. » Alors je lui disais « Mais Sandrine, vous n'êtes pas obligée de prendre la partie spirituelle, vous prenez la partie que vous voulez. » Et c'est aussi
pour ça que je précise que si le prana a un aspect spirituel, il ne faut pas non plus centrer que l'aspect spirituel parce que ça fait peur à beaucoup de gens, que ça ne concerne pas tout le monde et que c'est déjà très controversé la nourriture pranique, c'est pas rentrer dans les mœurs, loin de là, c'est un petit peu comme il y a 20 ans le végétarisme. Il y a 20 ou 30 ans, les végétariens avaient la vie dure. Dans 20 ou 30 ans, la nourriture pranique, ça ira mieux. Dans le monde, on dit qu'il y a à peu près 50 000 individus dans le monde et 300 ou 400 en France. Dans 20 ou 30 ans, ça ira beaucoup mieux parce que la nourriture n'a pas l'air de s'arranger. Les gens sont de plus en plus insatisfaits et de plus en plus à la recherche d'autre chose. Ça, c'est un fait avéré. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, l'aspect spirituel, eh bien, ça en fait partie. C'est qu'à partir du moment où on a détoxiné physiquement la fameuse glande pinéale, qui est la porte vraiment d'accès au plan de conscience supérieur, qui est vraiment l'œil de la conscience, et Descartes lui-même, le père du cartésianisme, le disait que c'est la porte de l'âme vers là-haut. C'est quand même étonnant pour un cartésien. C'est à se demander si il ne devait pas aussi dire et faire attention à ce qu'il disait à l'époque. Moi, je me pose la question. Et à partir du moment où on se relie dans notre tout, uni, réuni, reconnecté, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau qui pense à gauche, cerveau qui ressent à droite, la tête en haut, le corps en bas, et l'intersection de cette réunion, c'est le cœur, c'est pas le mental, puisque pour les orientaux, la conscience, c'est pas la tête, c'est le corps. La conscience, c'est le corps, qui se dit en sanskrit Shushuna. Et Shushuna, ça veut dire le canal central de la conscience. Donc c'est l'axe vertébral qui relie en bas le sacrum, en haut la pinéale. C'est quand même intéressant. Et là, on est dans le sceptre du pape. Les pôle inférieur de la conscience, le sacrum, sacrum, pourquoi sacré? Pourquoi sacré? Sacrum. Pôle supérieur de la conscience, la glande pinéale. C'est intéressant. Les traditions nous ramènent à ça. Et scientifiquement, on commence à mettre des choses là-dessus. Et donc spirituellement, c'est de se rendre compte que dans le processus de nourriture pranique, il n'est rien d'autre question que de spiritualiser la matière, c'est-à-dire le corps, en matérialisant l'esprit. Donc tout est dans le ici et maintenant. La dernière fois, on parlait de voyage astral, de choses comme ça, de voyage tout court. Oui, à condition d'être dans le ici et maintenant. Et donc spirituellement, exemple, moi par exemple, ce rêve initiatique avec cette présence qui me dit vas-y, tue la nourriture, mets-toi à jour avec toi-même, parce que ça voulait dire ça aussi, il y a une autre lecture aussi à ça. Moi, les anges, les guides et tout ça, moi ça me parlait pas, je savais pas ce que c'était. Bien maintenant, je sais que c'est vrai, alors je sais que c'est vrai pour moi, je ne veux pas convaincre qui que ce soit, mais dans mon vécu, je fais des expériences que je n'avais jamais fait avant. Maintenant, la nuit, on vient me voir, on vient me visiter, on vient me dire où est-ce que j'en suis, t'en es là. Par exemple, spirituellement, la nourriture pranique permet de vivre ce qu'on appelle le chamanisme ou ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire la conscience dans toute chose. Par exemple, je donne une consultation à domicile chez une personne qui avait un problème de santé. Donc, consultation, elle me reçoit dans son bureau, elle laisse la porte entrouverte parce que sinon le chat griffe. Bon, elle laisse la porte entrouverte. J'accompagne la personne qui s'appelle Catherine. Bonjour Catherine. Je l'accompagne chaise sur chaise à une séance de relaxation assise pour après une introspection, etc., etc. Le chat arrive. Le chat me regarde. Pendant que je guide avec les mots Catherine, je regarde le chat et je le regarde et je lui parle en même temps. Mais je lui parle en conscience, sans lui parler avec les mots, parce que je parle déjà à Catherine. Et il me regarde et on se comprend. Ça ne m'est jamais arrivé ça avant. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps. Le chat continue de marcher, il arrive au pied de Catherine, il est resté assis à regarder Catherine sur toute la séance. On termine la séance, Catherine ouvre les yeux, elle n'avait pas entendu le chat. Oh, il est là le chat. Et elle dit, mais à ce moment où elle ouvre les yeux, le chat saute sur ses jambes. Donc il savait qu'il pouvait aller sur les jambes quand c'était fini. Et c'est ce que j'avais dit au chat, j'avais dit, tu ne déranges pas Catherine. Catherine me dit, mais il n'a jamais fait ça.
C'est la première fois qu'il écoute, qu'il n'a jamais sauté qu'il n'a pas sauté sur les jambes puisqu'il saute tout le temps. C'est impossible de faire ça sinon. Comment il a fait? Qu'est-ce que vous avez fait, Gabriel? Je lui dis, j'ai parlé au chat. Par exemple, la dernière fois, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais me promener, là où je me promène toujours. Il y a un arbre qui m'interpelle et qui me dit, t'inquiète, on est là, nous, on est là. Et je peux pas, il n'y a pas de preuve à ça. Mais je vis ça comme ça maintenant. D'accord. Quand j'ai écrit mon livre, il y a une citation par chapitre. Et je croyais avoir ficelé mon livre tel quel. Et puis au fur et à mesure que je le rédigeais, se rajoutaient des idées de chapitres. Mais pas que je trouvais moi, que je cherchais des idées, mais qu'on me suggérait. Et comment? On me disait, rajoute ça. Et donc j'ai fait par exemple un chapitre sur le lâcher-prise. Et puis il me manquait, je ne trouvais pas, je cherchais une citation sur le lâcher-prise. Je vais me promener, je marche et je sais que là j'ai l'inspiration. Et très sérieusement, on va me prendre pour un cinglé, mais c'est pas grave. Moi j'ai rien à cacher. Le soleil lui-même me dit, appelle ton filleul, il va te trouver. Lui, il va te trouver, la citation. J'ai appelé Samuel. Samuel, c'est son frère. Et je lui ai expliqué, je dis, tu me trouves une citation, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est là-haut. Ils m'ont dit que tu dois trouver ça. Et on a fait ça comme ça. Il y a des trucs délirants, mais voilà. Donc du coup, ça amène, on va dire, à des capacités de clairaudience, clairvoyance. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le... Ça amène à une autre vision du monde, en fait. C'est ça qui est fantastique, c'est que il n'y a rien de négatif. Il n'y a rien de « oh c'est dommage, oh c'est triste, oh et pourquoi est-ce qu'on est toujours en retard en France ?» Pourquoi, par exemple, sur la question du stress, les pays de l'Europe du Nord ont une quinzaine d'années d'avance sur nous. On est toujours en retard sur tout. Dans l'histoire de la France, dans l'architecture, dans la médecine, on a toujours été en retard. Mais question médicale. La France, 5e puissance mondiale. La médecine française, une des médecines les plus performantes au monde. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en retard? Qu'est-ce qu'on est en retard? Il suffit de voir quand on a eu la canicule avec toutes ces personnes âgées qui sont mortes. Pourtant, la médecine était performante. Mais combien on a eu parce que le réseau social d'aide aux personnes âgées, parce que la carence en personnel, parce que tant de besoins en formation, en relation d'aide, par exemple auprès du personnel soignant qui fait encore défaut, et c'est pas la formule actuelle de la formation professionnelle qui est passée avec la réforme de janvier 2016 qui va améliorer les choses, il faut le dire, mais le médecin, lui, il est formé à l'université et il va forcément transmettre ce qu'on lui a appris. Et donc ce qu'on lui a appris, ça repose sur du croyance. Eh bien, le médecin et l'occidental cartésien, c'est une réalité complètement réelle au niveau du cerveau gauche, le cartésien, va dire il y a 5 sens. Il y a le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue et l'olfactif. Très bien. Odorat, olfactif. Toucher, odorat, vue, ouïe, olfactif. Et un peu comme l'acupuncture qui est encore mauvaise presse et qui n'est pas trop bien installée en France, qui n'est pas trop bien reconnue, très peu de médecins généralistes orientent chez le médecin acupuncteur quand il y aurait une indication à cette heure-ci. Eh bien, il y a pour l'Occident 5 sens officiels, reconnus médicalement, décortiqués à la loupe, au microscope, mais pour l'Orient, il y a 5 sens officieux qui ne sont pas reconnus en Occident, mais qui sont un fait établi de façon pragmatique dans les exemples que je viens de donner, et qui vont être l'intuition, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, la polyvoyance. Voilà, et on se sert de ça tous les jours sans s'en rendre compte. Je donne un autre exemple de dimension spirituelle à la nourriture pranique. En juillet 2013, je fais un voyage de 21 jours au Bhoutan. Je suis au Bhoutan, donc le Bhoutan c'est un petit pays grand comme la Suisse où il y a 900 000 habitants, donc il fait bon vivre, c'est un pays de montagne, il n'y a pas de stress, les gens sont restés très alignés au présent, très sereins, même si la vie est difficile parce que c'est un pays où il n'y a pas de tracteur, où tout se fait à la main, un petit peu comme au Moyen-Âge en France, où il y a un siècle encore en France.
Mais il y a une autre qualité de vie, il y a un autre relationnel entre les humains, et c'est vraiment autre chose. Je suis au Bhoutan, et je me retrouve à 4-5 heures du matin, la nuit, quelque part, alors que mon corps physique dort, je suis en train de soigner le bras de la femme d'une connaissance. Cette connaissance habite tout près de chez moi. Et alors, si tu permets, voilà, donc j'ai un doigt comme ça et j'ai un doigt comme ça. Et je fais ça, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et là, j'ai une goutte de sang noir qui sort du doigt de sa femme et qui arrive dans mon doigt. Et là, je me dis, c'est pas possible, je vais m'intoxiquer, il faut que j'enlève ça. Et là, ça me réveille. Je sors de mon truc. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je vérifie. J'envoie un SMS à la connaissance tout près de chez moi pour faire croire que je suis au courant de quelque chose. Je lui dis, bonjour, comment ça va? Est-ce que ça va mieux le bras de ta femme? Moi, je ne sais pas, je veux vérifier. 2 heures après, avec le décalage horaire, le temps qu'il se lève et tout ça, je reçois un SMS et cette connaissance me dit « Ah oui, bonjour, comment vas-tu? Oui, ben merci, ça va mieux, le bras, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, nous sommes actuellement chez le médecin ostéopathe à Saint-Dié dans les Vosges. Naturopathe à Saint-Dié dans les Vosges pour son bras. » Je dis « Ouais, il y a une correspondance, ça correspond. On est à 10 000 km, j'ai jamais eu de notion que son bras allait pas bien. Je suis en train de lui faire un soin sur son bras. » Incroyable. Bon, je rentre de voyage, je vois la connaissance dans ma rue. Je fonce. Je vais lui dire bonjour. C'est pas pour lui dire bonjour, c'est pour lui raconter ça. Je dis bonjour, je lui raconte. Il devient tout blanc. Tout blanc. Je dis ça y est, qu'est-ce qui se passe? Il va faire un malaise. Il me dit, viens, il faut que tu racontes ça à ma femme. Je dis bon, j'arrive. Hop, bonjour. Sa femme, je la vois 2 fois par an, pas plus. Je la connais pas, sa femme. Et je lui raconte. Elle me regarde, elle me dit, tu vois là, alors c'était le bras droit, et dans le rêve je travaillais sur le bras droit. Tu vois là, la cicatrice, c'est le chien qui m'avait sauté dessus, j'avais fait une septicémie, je commençais à faire une septicémie, et on est allé chez le médecin et ça n'allait pas bien quoi. Exactement là où il y avait le... Voilà un aspect aussi spirituel. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a pas de limite. Alors après il y a la limite du cœur, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas faire de l'intrusion... Il y a une déontologie aussi, hein, parce que évidemment le voyage astral ça facilite, mais on ne va pas aller faire n'importe quoi. Parce qu'on a accès à des choses puissantes. Et ça c'est la dotation spirituelle de tout être humain. Parce que, là aussi si ce n'était pas su chez les personnes qui s'intéressent à ça, la nourriture pranique fait véritablement prendre conscience que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine incarnée dans ce corps. Voilà. D'accord. Alors du coup, comment pratiques-tu quotidiennement le fait de le pranisme en fait, tout simplement? La nourriture pranique, soit ça arrive par accident, ça tombe sur la tête par accident. Par exemple, Michel en Alsace, ça lui est arrivé comme ça, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait, puis elle a basculé pranique du jour au lendemain. C'est rare, mais ça existe. Soit il y a une transition possible, et donc il faut faire une transition, de manger moins, manger mieux. Privilégier la nourriture vivante, les 3 V. La règle des 3 V, c'est végétal, vivant, varié, fruits et légumes, vivant donc cru et varié, se faire plaisir. Si possible, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion, bien sûr, mais si possible, de manière à ce que les légumes commencent à détoxiner l'organisme, de manière à ce que les fruits amènent la vitalité, l'énergie et le sucre pour éviter les risques d'hypoglycémie liés aux légumes. Et comme c'est vivant, si c'est pas sous cellophane depuis des semaines à la chambre froide, bien sûr, il y a encore du prana, il y a encore de l'énergie du soleil dedans. Et donc on se nourrit déjà du prana. Après il y a une transition et on va parler d'un schéma classique de 21 jours, dans le meilleur des cas, qui commence à être revu, dont on n'a pas plus forcément autant besoin de faire, 21 jours, mais pour un processus complet de transition d'une nourriture à une autre, c'est bien de faire un processus complet pour vraiment boucler une boucle, pour inscrire une nouvelle habitude et un nouveau réflexe de nourriture au niveau de la cellule, 21 jours. Puis une fois que c'est installé, le corps il a pris le relais automatiquement, comme le fait de respirer. On n'a pas à penser qu'il faut respirer pour respirer, on respire. Et bien là, le corps se nourrit en permanence. Je donne un exemple, alors là on n'est pas dans le spirituel,
On n'est pas dans le psycho-émotionnel, on est dans le physique. Bénéfice de la nourriture pranique au niveau physique, je fais du sport, je fais du tennis de table. Je vais à une compétition, François me prend dans sa voiture, je laisse ma voiture au parking de ta supérette dans ta commune, de ton petit supermarché là. On va à la compétition. Alors c'est marrant parce que je vois les copains du sport, ils sont en train de boire, ils sont en train de manger, ils sont en train de transpirer. Et puis quand ils mangent, entre deux matchs, je les vois poussifs et je les vois se traîner parce qu'ils ont perdu ils sont déjà en train de digérer, donc c'est lourd, hein. Ils ont du mal à y aller. Et je vois tout ça, ça m'amuse. C'est pas que je sois content pour eux, non, c'est que ça m'amuse parce que c'était moi avant. Et je vois la différence. Alors que je suis en compétition, je ne bois pas ni avant, ni pendant, ni après. Même après, je ne bois pas, j'ai pas soif. On pourra en parler après. Et surtout, je ne mange pas pendant. Alors je les vois avec les casse-croûtes, les machins, bon d'accord. On rentre en voiture. Et en voiture, on est en train de discuter de la compétition, des points, des matchs perdus, gagnés. Et il est en train de conduire et je sens sur ma tête, ça fait ça picore, ça grésille, ça vibre. Je me dis, c'est quoi de ça? Et je me branche sur cette sensation. C'est tout simplement le corps qui va chercher l'énergie du prana, qui pompe l'énergie du prana pour maintenir sa balance énergétique. J'ai dépensé de l'énergie au sport. Le corps, lui, on n'a pas besoin de lui dire qu'est-ce qu'il a à faire, il est content. Il fait ce qu'il a à faire, il reprend sa dose d'énergie et ça va passer par tous les pores de la peau. Parce que ce que la médecine a vérifié, c'est que nous n'avons pas que deux poumons, poumon gauche, poumon droit, nous avons un troisième poumon qui est la peau. La peau tout entière était aussi un poumon. Mais ce qu'elle n'a pas vérifié, et que j'ai vérifié mais qui n'est pas prouvé, sauf en botanique, c'est prouvé, c'est que la peau va respirer l'oxygène mais va aussi respirer le prana, l'énergie universelle de la vie. Quand je parle de la botanique, c'est que nous savons maintenant que les feuilles des arbres ont aussi des micro-bouches qu'on appelle des stomates. Et les stomates, il y en a entre 50 et 500 par millimètre carré, donc c'est énorme, c'est microscopique, il y en a plein. Eux vont pomper aussi l'énergie. Et c'est comme ça que l'arbre va faire de la photosynthèse à partir de l'énergie du soleil, le prana. Et les cartésiens vont répondre, oui, mais ils prennent les nutriments à partir des racines. Bon, oui, très certainement, il n'y a pas de problème. Comme nous avons aussi besoin de maintenir du calcium, du potassium. Sauf que d'un côté, on le prend avec la nourriture solide, mais il y a beaucoup de toxines. Ça endort la conscience. Ça limite le plein déploiement de la conscience et une pleine santé. C'est les grands inconvénients. Et ça inhibe un réel épanouissement de soi au quotidien. Alors que dans la nourriture pranique, on déploie une pleine santé, une pleine conscience, une beaucoup plus grande conscience, c'est vraiment l'éveil de la conscience et une autre joie au quotidien sans motif particulier. Voilà. D'accord. Mais alors du coup, pour faire ça, il faut vraiment être en conscience alors. Mais c'est un processus qui est continu, c'est la vie, c'est le processus de la vie qui fait ça. La vie, pour moi, c'est une initiation, c'est une école, c'est une aventure, mais c'est pas... pour moi personnellement, c'est pas je fais mes 8 heures à l'usine, je suis devant la télé au canapé puis j'attends demain pour retourner à l'usine. Pour moi, c'est pas ça la vie. Ou c'est pas non plus je travaille toute l'année pour me payer les vacances et puis vivement les vacances. Et je pense sans arrêt aux vacances, donc je suis pas au présent. Je suis sans arrêt à vivement le mois de juillet pour les vacances. Puis j'ai tellement voulu les vacances que les vacances passent vite parce que je suis jamais au présent, je suis tout le temps à vivement. Et puis qu'on est vivement revenu, là en septembre à la rentrée qu'il faut reprendre le boulot. Puis on n'est jamais au présent, donc on n'est pas dans la conscience. Donc les neurosciences, avec quelque chose qui est très à la mode en ce moment, la pleine conscience, et qui est même enseignée en diplôme universitaire à l'université de Strasbourg, dirigée par le docteur Gérard Bloch, qui est rhumatologue à Strasbourg. Il est prévu que je fasse cette formation, parce qu'il y a un dossier d'inscription à partir du mois d'avril, et c'est prévu que je les ai appelés. La médecine reconnaît de plus en plus que le fait de vivre au présent est beaucoup plus salutaire à la santé que ce que le stress
en contraste, apporte. Le stress, c'est d'être soit dans le passé, soit dans le futur, et pas dans le présent. Quand on est dans le présent, on n'est pas dans le stress. On est dans je vis, je ressens les choses. On est dans le présent. Et donc, se nourrir du prana, c'est se nourrir du présent. Quand je me nourris du présent, je suis déjà nourri du prana. Le cerveau gauche, qui est le cerveau du stress et de la pensée et du mental et du cartésien, mais aussi le cerveau de l'ego, qui pilote tout ça derrière, lui fatigue. À penser, ça fatigue, ça rumine, on a du mal à dormir, et donc d'être dans le passé ou dans le futur, en plus de ne pas être au présent et de ne pas apprécier véritablement la vie au présent, nous dépense de l'énergie. Donc on va manger, parce que le cerveau gauche dit, oui mais tu as toujours mangé ça, il faut que tu manges ça, c'est-à-dire du solide. Tu peux pas, je crois ce que je vois, je crois ce que je vois, j'ai toujours mangé ça, donc il faut que je mange ça. Bon d'accord, ça c'est une réalité complètement vraie pour le cerveau gauche. Pour le cerveau droit, c'est pas je crois ce que je vois, c'est je vois ce que je crois. Tout devient réalité parce que nous sommes acteurs de notre vie et nous créons en permanence notre quotidien. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas. Les neurosciences et la science a montré que le cerveau droit, qui est le cerveau de la conscience et du présent, ne dépense pas d'énergie. Et en plus, il en produit. Quand je me fais plaisir, quand j'écoute une musique qui me réjouit, quand je me fais ma sieste, quand je me fais masser, tout ce qui fait plaisir produit de l'énergie. Le sport, sans manger, si je fais de l'activité physique, si je fais un footing le matin avant le petit déjeuner, sans avoir mangé, je suis à jeun, je fais un footing, la médecine a montré que la centrale énergétique de la cellule, de l'organisme qu'on appelle la mitochondrie, produit de l'énergie à partir de l'activité physique sans même manger. C'est fantastique. La science a prouvé que la mitochondrie transformait l'énergie solaire arrivant à la mitochondrie en énergie biologique qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on commence à découvrir au niveau scientifique et qui expliquent que la nourriture en conscience, la nourriture pranique, est une réalité tout à fait réelle. Ça me fait penser à une conférence, je donne des conférences un peu partout. J'ai donné une conférence l'année dernière, j'en ai donné plusieurs dans les Vosges, et il y a une personne dans l'assistance qui me dit « mais si on fait un jeûne, on peut devenir pranique ?» Et je disais non. Et en fait, elle avait à moitié raison. Non, parce qu'un jeûne, ce n'est qu'un jeûne, et si ce n'est qu'un jeûne, le corps va pomper dans ses réserves. On ne peut pas ne pas se nourrir, donc il va pomper dans les réserves sucre, graisse, muscle, et après c'est la mort. Et ça va durer maximum quelques semaines, maximum 4 mois. Quelque chose comme ça. Après c'est la mort. Mais elle avait à moitié raison, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, Marthe Robin, Padre Pio, Balayogi, Thérèse Neumann, qui ne mangeaient pas pendant des années, comment ils faisaient? On leur a jamais fait une conférence ou une vidéo sur la nourriture pranique, ils n'ont jamais lu un bouquin sur la nourriture pranique. Comment ils faisaient? Ils étaient au présent. Ils étaient au présent et nourris par le présent, et donc dans la conscience du présent, par le biais de la prière, de la méditation, du silence. Pourquoi du silence? Quand on dit « oh, je m'ennuie », « oh, le silence, ça me dérange, j'aime pas ça, faut que ça bouge. Je rentre du boulot, je mets la musique parce que j'aime pas être seul. Le silence, ça ne va pas. » Et ça, c'est le mental. C'est tout le système lié à l'activité du mental. Par contre, le silence, le blabla, le bruit et les mots, blablabla, c'est le langage du cerveau gauche. Par contre, le silence, c'est le langage du cerveau droit, c'est le langage de la conscience. La conscience se nourrit du silence. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les religieux, les mystiques, les spirituels, les artistes aiment se retirer dans la nature, aiment la campagne, aiment la forêt, aiment la montagne, aiment se retirer dans le bureau et s'imprégner, simplement être là. Parce que c'est ça. Parce que ça, c'est déjà une nourriture. D'accord. Et du coup, tu aurais une technique pour donner aux internautes qui souhaitent être plus en conscience quotidiennement? Technique. Technique, ça peut être ça aussi. Je vais proposer une petite technique.
Ça me fait penser à ce que les Tibétains disent. Les Tibétains disent que le vide est forme et la forme est vide. Eh bien simplement méditer là-dessus. Mais méditer, ce n'est pas réfléchir, parce qu'on va s'arracher les cheveux, on va avoir un mal de tête, et on va rien comprendre, et on va dire ça c'est de la connerie. Ah, et ça ne me parle pas. Évidemment, il faut lâcher le mental. Il y a deux cerveaux qui permettent d'acquérir de l'information. Il y a le cerveau gauche qui cherche, et il y a le cerveau droit qui ne cherche pas. Et comme on ne cherche pas, les choses viennent, puisqu'on se relie à l'extérieur, parce que quand on lâche prise, on se reconnecte. Mais oui. Et donc, simplement méditer, s'imprégner, méditer c'est s'imprégner pour ressentir et non pas réfléchir à cette phrase. Le vide, il est plein. Ah, il n'a pas de complexe, lui. Voilà, il vit le présent. Ça c'est un enseignement, il vit le présent. Le vide, il est plein, c'est le chien. Et le plein est vide. Voilà. S'imprégner de ça, ressentir ça à l'intérieur. Le vide, voilà, je touche mon poignet, c'est plein. Puis maintenant, je vais mettre cette énergie, ce mot de vide dans le plein que je sens. Vide. Vide, 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 vide. Et bien spontanément, je sens que je suis en train de rentrer à l'intérieur. Je sens bien sûr les os, les ligaments, tout ça. Je sens la peau, je sens les os ici, bien sûr. Mais ma conscience me fait rentrer à l'intérieur. Je rentre dans un multidimensionnel. Multidimensionnel. Vide, vide, voilà. Et ça commence à être intéressant. Ça commence à être très intéressant. Pourquoi je dis très intéressant? C'est instantané, c'est fabuleux. La conscience, c'est une puissance, tout ça, la puissance de la vie. Puissance de la vie. Vide, vie. Si on enlève le D de vide, on a la vie. La vie se nourrit du vide. La physique quantique l'a dit. Dans l'univers est rempli de vide. Mais le vide n'est pas si vide que ça, puisque ce vide est en réalité rempli de 99% d'énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie universelle de vie qu'on appelle le Reiki pour les Japonais, qu'on appelle le prana, tout ça c'est la même chose. Et donc, pourquoi je dis que ça devient très intéressant? Parce qu'en fait là, je rentre, je cherche pas, je laisse venir, et là, j'ai un décor étoilé, j'ai un décor de cosmos. Je suis dans le cosmos, je suis dans le cosmos, entre les planètes là, j'ai les étoiles, je suis dedans là, ça y est, je suis là. Alors je suis sur le canapé, je suis avec Joseph, je suis avec mon poignet, je suis ici, là, dans cette maison, mais je suis aussi dans le cosmos. C'est-à-dire que on peut être partout en même temps. On peut être là et être partout en même temps. En réalité, se nourrir du prana, c'est passer du frigo biologique au frigo cosmique. C'est se nourrir du frigo de l'univers. Et qui fait que ça m'arrive combien de fois quand je guide en repas pranique, les stagiaires dans mes stages, combien de fois je me retrouve à la fois ici, où il n'y a plus, c'est ça l'aspect spirituel aussi, il n'y a plus de corps physique, il y a une conscience, il y a une tête en suspension, il n'y a plus rien en dessous, parce que je suis là et que je suis parti là-haut. Je suis dans le tout. Et là, c'est fabuleux, mais c'est vraiment fabuleux, la pleine conscience. Et il n'y a rien de mystique, de religieux, de gourou, il n'y a rien de tout ça, c'est la réalité. Une réalité qu'on ignorait jusque-là et qu'on est en train de découvrir petit à petit, qui intéresse de plus en plus de gens. Pas simplement pour dire oui c'est bien ou je sais pas quoi, simplement parce que les gens sont à la recherche essentiellement de deux choses, de bonheur et de santé. Eh bien la nourriture pranique amène plus de bonheur en étant dans moins de joie passagère, c'est-à-dire la joie passagère c'est lié au plaisir passager. Moi j'adorais les millefeuilles. Ah, on va rester sur du pragmatique. J'adorais les millefeuilles. C'était vraiment un plaisir. Mais le millefeuille
consommé, le plaisir passé, ben ça retombe, c'est fini quoi. C'est fini, jusqu'à la prochaine fois. Donc il y a quelque chose d'impermanent là-dedans. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'il y a peut-être mieux. Et le mieux, ce serait au moins la même chose, mais qui dure. Et si c'est encore mieux que la même chose, que ça, si c'est encore mieux et que ça dure, ben c'est encore mieux. Voilà. Et donc maintenant, j'ai eu une crise il y a quelques mois. J'ai eu une crise où il fallait que je mange un millefeuille. Ça m'a pris. Alors que j'ai pas faim, mais c'était une mémoire profonde qui me disait t'as faim. Et c'était le mental qui me disait t'as faim. T'as faim, c'était une envie. T'as envie d'un millefeuille, mange un millefeuille. Bon bah je suis allé, c'est dangereux de faire ça. C'est pas grave, je l'ai fait. Après il faut se connaître. Je suis allé à la boulangerie, j'ai acheté mon millefeuille, je me suis mis à la cuisine, j'ai pris une assiette, j'ai fait un petit rituel, le couteau, la fourchette, mais vraiment en pleine conscience. Et j'ai pris, hop, une cuillère de gâteau. J'ai mis dans la bouche. Ça m'a coûté un effort pour l'avaler. Ça m'a coûté un effort pour l'avaler. À peine dans la bouche, puisque c'est détoxiné. Qu'est-ce que j'ai capté? J'ai capté les toxines industrielles, le chimique, le synthétique, le carton, enfin le pas bon quoi. Le côté très artificiel de la pâtisserie. Voilà. Et donc plus de bonheur, plus de santé. D'accord. Alors du coup, qu'adviendrait-il si on va dire tout le monde, toute l'humanité serait pranique? Est-ce que ce serait quelque chose de bénéfique? Ah ben, le but c'est pas forcément que tout le monde soit pranique. Moi je dis que le but déjà n'est pas d'être pranique. Parce que pour moi le but du prana c'est pas d'être pranique, c'est d'être conscient. Et ce à quoi mène le prana, c'est la conscience. Or, c'est pas la seule façon de devenir plus conscient. On dit dans l'aspect spirituel que la nourriture pranique, c'est une des voies royales de l'éveil à la conscience. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Vipassana, qui est une méthode de méditation millénaire que le Bouddha lui-même pratiquait, qui s'appelle en sanskrit la vision perçante, c'est une voie royale d'initiation à l'éveil de la conscience. Bon, il y a plein d'autres choses, il y a plein de choses qui permettent de s'éveiller au présent. Mais à ce jour, et je ne fais pas du prosélytisme, je ne connais pas mieux que la nourriture pranique pour libérer autant de santé, de conscience, de joie de vivre, de liberté d'être tout court. Et donc, qu'est-ce que ça amènerait si les gens étaient praniques? Ben, ils seraient plus heureux, ils seraient beaucoup plus en santé, ils seraient simplement plus heureux, tout simplement, au détriment du système économique, agroalimentaire et pharmaceutique, au détriment, mais je ne suis pas plus pour l'un ou contre l'autre, je ne suis pas plus pour le prana et contre l'agroalimentaire ou le pharmaceutique, je suis pour la réalité de notre société d'aujourd'hui qui fait qu'on est tous dans un processus d'évolution et on cherche tous, d'une manière ou d'une autre, avec nos croyances, nos préjugés, nos machins, plus de bonheur, plus de santé. Alors si pour le voisin le bonheur c'est une belle voiture, ben, tant mieux pour lui. Moi une belle voiture ça ne m'intéresse pas plus que ça. Tant que ça roule et que ça m'amène où je veux, c'est le principal. Voilà, tout est subjectif, tout est relatif. Après, c'est dans vraiment le respect de chacun dans sa liberté et dans son rythme d'évolution. Parlons pas de la société, parlons de chacun à son niveau. On voudrait que la société, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais incarnons le changement. Soyons un exemple, soyons moteurs pour notre voisin. Sans lui dire qu'il faut qu'il fasse pareil, mais lui de nous voir dans quelque chose de nouveau, un renouveau, un changement, va lui donner envie. Soit ça lui donne de l'envie négative, c'est-à-dire de la jalousie, soit ça lui donne de l'envie positive, c'est-à-dire ça l'inspire et dit « Oh, je vais faire pareil. Oh, bon, bah d'accord, allez, comment tu fais? Bon, bah allez, je vais faire 1 jour par semaine, je ne mange pas du tout. Bon, allez, je vais passer à 2 repas par jour et j'en ai assez. » Très bien, super. Que les gens fassent ce qu'ils ont envie pour eux, à condition que ça leur soit profitable. Je ne dis pas qu'il faut faire pareil, je fais juste un témoignage. Et je dis surtout, faites et faisons les expériences.
Donnons-nous les moyens de faire les expériences pour vérifier et ne restons pas dans les croyances, parce qu'avec les croyances, il y a des milliers de gens qui ont été trucidés pendant le Moyen-Âge. Il y a les guerres de religion, parce que ce sont des croyances, les guerres de religion. Il y a je viole ma voisine, je tue mon voisin, enfin, voilà. Tout ça, c'est l'ego. Et la croyance nourrit l'ego. Quand on aura compris que l'ego ne veut pas nous rendre heureux, on ne va pas en faire un ennemi, mais on va en faire un allié. Un allié pour passer, pour évoluer, pour grandir. Voilà. Et grandir pas vers le plus, mais vers le mieux. Et vers le mieux, ça veut dire aussi vers le moins. Eh oui, parce que plus, c'est pas mieux. Plus, c'est encore accumuler, c'est de l'avoir. Pour être dans le mieux, il faut être dans le moins. C'est-à-dire, je me détache, je me délaisse. Alors moi, ça me coûte rien. Ça me coûte rien du tout. Mais j'ai encore donné 2 sacs d'habits. J'ai donné 11 chemises et chemisettes à un ami, là, il n'y a pas longtemps. J'ai amené des cartons d'habits, de chaussures à mes frères à Longwy, de où je viens. J'ai pas de télé. Je vis avec pas grand-chose. Et je suis de plus en plus heureux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés par ailleurs, qu'il n'y a pas de factures à payer, qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles de temps en temps, qu'il n'y a pas des gens qui meurent, qu'il n'y a pas de deuil à faire, bien sûr. Ça, c'est aussi l'aspect humain de tout le monde. Mais personnellement, je le vis beaucoup mieux que beaucoup de gens. Et que je le vivais aussi moi avant, bien sûr. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te remercie pour le temps que tu as passé ici et pour avoir bien voulu faire cet entretien avec moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir le site de Gabriel. Donc les liens seront juste dans la description en dessous. Et je vous invite aussi à laisser vos commentaires, dire si ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.